Entre les vignes cette semaine, je vous emmène d'abord en Provence à la rencontre de Cathy Narbonne. Cette ancienne assistante de direction a décidé de tout quitter pour devenir vigneronne. Ensuite, nous avons rendez-vous avec notre jeune sommelier Guilherme de Serval qui va nous expliquer dans quel verre servir le vin. Puis nous irons en Champagne visiter le domaine Mousse et Fils. Ils sont vignerons de père en fils depuis 9 générations. Notre chef Olivier Zohar nous accueillera aussi dans sa cuisine. Il nous dira ce qu'il aimerait préparer avec une clairette de Bellegarde. C'est un vin blanc du côté de la Camargue. Et je sais que vous vous posez pas mal de questions sur le vin. Réponse avec Jacques Legros de terreetvigne.com. Alors ma question, ce serait qu'est-ce que c'est qu'un vin primeur ? C'est une question intéressante parce qu'en fait, elle recouvre un double sens. Le vin primeur, on pense tout de suite évidemment au Beaujolais nouveau qui sort, vous savez, le 3e jeudi du mois de novembre. C'est maintenant une tradition qui remonte à assez longtemps. Et c'est un vin qui est vinifié différemment avec, vous savez, ce goût amylique, comme on dit, c'est-à-dire bonbon anglais, banane aussi, souvent, on lui a d'ailleurs souvent reproché au Beaujolais nouveau, et puis aujourd'hui un petit peu plus fruits rouges. Alors c'est un vin qui ne peut pas se garder plus de 6 mois, et encore 6 mois c'est vraiment le maximum. Voilà, c'est un vin qu'on dit marketing, c'est un vin nouveau, en tout cas qui se vend très bien, surtout à l'étranger comme ça. Et puis, il y a l'autre sens du mot primeur, et là cette fois-ci c'est moins dans le sens nouveau que primeur justement, et qui nous vient des grands châteaux du Bordelais. Pourquoi vendent-ils ce vin en primeur? D'abord parce que ce sont des vins suffisamment réputés, de qualité suffisante pour qu'on puisse se dire quelques mois, 6 mois par exemple, après la vendange, ah, ce vin-là, quand on le goûte, il a déjà toutes les caractéristiques d'un grand vin, ce sera un grand millésime, et donc, ok, nous négociants, on vous l'achète tout de suite, vous nous le livrerez dans 2 ans, dans 3 ans, quand il aura été suffisamment élevé, donc il va rester au château, ce vin. On va l'élever dans les règles de l'art, évidemment, comme il se doit, et puis on le livrera en bouteille après au négociant qui l'a acheté. C'est quoi l'avantage pour le négociant? Mais pour le négociant, il va le payer moins cher, puisqu'il l'achète en primeur, bien avant de lui-même pouvoir le vendre. Et puis pour le domaine, eh ben l'avantage c'est quoi? C'est de se faire, comme on dit, de la trésorerie. Parce que quand on fait un vin, quand on a payé les vendanges, quand on a payé l'élevage, quand on a acheté les bouteilles, les étiquettes, les cols, les bouchons, on a investi beaucoup d'argent, et on ne pourra le vendre que dans 2 ou 3 ans. Donc le fait de pouvoir le vendre plus tôt, ça permet de se faire de la trésorerie. C'est ça en fait le secret des ventes en primeur du Bordelais qui commence d'ailleurs à faire école un petit peu ailleurs. Et pour en revenir au Beaujolais nouveau, il faut savoir que c'est lui qui a inventé le vin nouveau, mais qu'aujourd'hui on trouve aussi des vins nouveaux du côté de l'Italie par exemple. Et direction la Provence pour partir à la rencontre de Cathy Narbonne. Cette ancienne assistante de direction a décidé de tout quitter pour devenir vigneronne. Elle nous raconte sa nouvelle vie et spécialement son moment préféré, les vendanges. Je commençais avec 5 hectares, je me suis lancée à faire mes hectares et puis petit à petit, d'autres propriétaires sont venus et j'ai pu louer jusqu'à maintenant 30 hectares. Pourquoi je me suis installée? Parce que j'étais assistante de direction. Mon travail me plaisait, simplement c'était le statut qui était pour moi un peu limitatif et frustrant. Donc je me suis posé la question en fait de savoir si j'étais capable de diriger une entreprise. Je connaissais beaucoup d'agriculteurs, mon mari étant éleveur principalement et ensuite à quelques vignes. On s'est dit pourquoi pas me lancer dedans. Alors effectivement, comme je ne suis pas dedans, je me suis dit pourquoi pas faire d'abord les études qu'il faut. Ça m'a aidé aussi pour faire un parcours aidé. Got an online CD song, carries 20 million titles. I just ordered me some grunge and some classical recitals. It would take 2 years just to hear the disc. Une fois donc le diplôme obtenu au CFPPA de Hyères, j'ai pu me rendre compte réellement que c'était ça que je voulais. Je construis mon exploitation. En fait, toutes les tâches qu'on fait au jour le jour, on n'y pense pas vraiment. On a toujours cet objectif de se dire ça va pousser, ça va grandir, jusqu'à arriver en septembre, aux vendanges. Et alors là, quand les vendanges arrivent, c'est extraordinaire.
Alors ici, on se trouve à la cave coopérative de la Roquière, de la Roque-Brussanne. C'est là où j'apporte pratiquement la totalité de ma production. Pourquoi la coopérative? Parce que je pense qu'il est utile de pouvoir mutualiser ses moyens, comme la cuverie, comme la cave, comme le personnel de vente. En côtoyant tout le monde, en voyant comment ça fonctionnait, comment on pouvait justement ensemble décider des axes, le fait qu'on soit ensemble n'empêchait pas de pouvoir prendre des décisions. Et justement, quand j'ai vu tout ça, l'entraide, ce côté mutualisé, ça m'a permis de me rendre compte que finalement c'était une grande famille. De caractère parce qu'il faut savoir s'imposer, c'est-à-dire que par exemple quand j'ai fait mes premières vendanges, j'avais la remorque, j'avais le tracteur, et il fallait donc que je verse le raisin dans le conquet. En coopérative, il y a plusieurs coopérateurs qui étaient déjà arrivés, et il est vrai que j'ai été observée d'un petit œil taquin, on va dire. On attendait ce que j'allais faire. J'ai assuré, j'étais fière de moi, mais en même temps, voilà, il fallait pas que je me loupe. Salut Guilherme, ça va bien cette semaine? Très bien, et toi? Alors je vois que tu nous as rapporté pas mal de verres. Je reconnais la coupe, la flûte, et je vois aussi des verres en plastique. Pourquoi des verres en plastique? Parce qu'en général, c'est pas bon le vin dans un verre en plastique. Exactement, mais justement je voulais voir avec toi cette semaine le fait d'accorder de l'importance au vin qu'on déguste. On dit toujours pourquoi c'est pas bon le vin dans un verre en plastique. Tout simplement parce que les vertus du verre ont la qualité d'être inodorants. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas laisser de traces aux arômes du vin qu'on déguste, justement. Alors que le gobelet en plastique, justement, ça laisse toujours une petite sensation un peu, justement, de plastique au goût, ce qui est pas très agréable, si tu veux. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ça a de nombreux atouts également, c'est que c'est transparent, le verre. Le verre en plastique, on ne pourra pas voir bien la robe du vin. Alors que le verre, il y a la qualité aussi, tu sais, quand on tourne le vin dans le verre, il y a toujours ce qu'on appelle des petites larmes qui restent, qui sont un peu si tu veux, le gras, le glycérol du vin, contrairement au verre en plastique. Et ça a aussi la particularité d'être léger et dur, alors que le verre en plastique est plutôt cassant. Et le pied alors, pourquoi il y a un pied? Outre l'aspect esthétique qui donne au verre, il faut savoir que le verre à pied est apparu au XIVe siècle. Et si tu veux, en fait, c'est une raison très simple. C'est qu'on va rechercher justement à tenir le verre sans pour autant chauffer le vin qui est à l'intérieur, qui pourrait altérer justement la dégustation, au détriment des alcools forts, où justement là tu cherches à développer ces arômes beaucoup plus, d'une manière un peu plus intense, alors que là, tout simplement, ça nous permet de porter le verre sans contact avec la peau. Alors Guilherme, là je vois qu'il y a différents verres avec différentes formes. Ouais. Je vois un verre un peu plus arrondi, un verre un peu plus resserré. Enfin, je ne sais pas comment l'expliquer, donc explique-moi. Je sais pas. Écoute, tout a une explication, c'est que là, par exemple, on va parler de verre à Bourgogne, simplement parce que le vin rouge de Bourgogne, on va chercher une aération au dernier moment. Donc d'où cette forme assez évasée pour quand même il puisse oxygéner et développer tous ces arômes. Alors que là on va appeler dans ce cas-là un verre bordelais, et parce que le Bordeaux se carafe bien avant. Donc on cherche une aération bien avant, et du coup là on peut le servir dans un verre un peu plus étroit, ça ne va pas altérer en quoi les arômes, sans aucun problème. Et pour le champagne, alors t'es plutôt flûte ou coupe? Eh ben, écoute, grande question, parce qu'on parle souvent de la coupe à champagne, sauf que ça a la particularité de libérer trop rapidement les bulles et on perd en mousse, on perd en arôme. En revanche, c'est assez pratique pour la dégustation. Alors que les flûtes, c'est plus étroit, on garde la mousse, on garde les bulles, les arômes s'intensifient. En revanche, question dégustation, c'est un peu plus compliqué. C'est pour ça que je recommande de plus en plus d'amateurs et de professionnels utilisent des verres à vin blanc, parce qu'on garde ce côté assez étroit pour garder les arômes, garder la mousse, et puis c'est quand même plus agréable pour la dégustation d'un champagne. Merci Guilherme. Et maintenant, je vous emmène en Champagne, au domaine Mousse et Fils. Ils sont vignerons depuis 9 générations et produisent une cuvée 100% Pinot Meunier, et c'est une perle rare dans la région. Ba-da-ba-ba.
On se situe au cœur de la vallée de la Marne, dans le berceau du Pinot Meunier, et on est au milieu du triangle Reims-Épernay-Château-Thierry. Dans la famille, nous travaillons la vigne et la terre depuis 1750, donc vigneron de père en fils depuis 9 générations. Et c'est en 1923 que mon arrière-grand-père, Eugène, a décidé de vinifier sa première bouteille de champagne. Il était un petit peu lassé des prix fluctuants du raisin. Aujourd'hui, c'est moi qui vinifie, toujours avec mon père d'ailleurs, des cuvées qui sont en grosse proportion à base de Pinot Meunier. Alors au niveau du travail de la vigne, comme vous pouvez le constater, toutes nos vignes sont enherbées et puis en fait on travaille le sol sous le rang, ce qui nous permet de ne plus du tout mettre de désherbant. On travaille aussi un petit peu sur des ajouts de fermentation d'ortie, des décoctions de prêle, des choses un petit peu stimulantes pour la vigne pour tout simplement renforcer ses défenses naturelles. Donc on utilise un petit peu ces systèmes qui sont un peu proches de l'homéopathie. Par exemple, avec cette plante, la prêle, on va avoir, grâce à cette plante, une capacité à rendre notre vigne plus croissante et puis aussi une particularité anti-fongique qui va être extrêmement intéressante, par exemple pour lutter contre le mildiou. Ici, on a des orties, ça fait un engrais foliaire qui est extrêmement intéressant pour la plante, c'est bourré d'oligo-éléments. D'azote de différentes sortes, c'est très bénéfique. On a un champagne de terroir puisqu'on est implanté sur seulement 4 villages qui sont situés les uns à côté des autres et qui sont surtout implantés sur le même coteau. Donc l'effet terroir est très important chez nous, avec d'autant plus beaucoup de Pinot Meunier, et en fait on essaye de rendre le vin le plus proche du terroir avec des vinifications le plus neutres possible en cuve inox avec des fermentations malolactiques systématiques. Donc on essaye vraiment d'avoir une neutralité pour faire nos vins. Chaque parcelle a sa particularité et pour aller même plus loin, en dégustation d'assemblage complètement à l'aveugle, par exemple pour des cuvées spéciales comme la cuvée Club Trésor, c'est systématiquement les 3 mêmes parcelles qui sont d'ailleurs très proches dans les hauts du coteau de Cuil qui ressortent systématiquement. Dans nos cuvées, il y a au moins 80% de Pinot Meunier et plus on va monter en gamme, plus il va y avoir de Meunier pour finir avec notre cuvée Special Club qui est 100% Meunier. Salut Olivier. Bonjour, Je peux venir te déranger 2 petites minutes? Alors j'ai un dîner avec des amis, j'ai acheté 2 bouteilles, on m'a conseillé ça, donc apparemment il y a un vieille vigne et un jeune vigne. Est-ce que tu connais? Alors Clairette de Bellegarde, donc oui je connais, c'est une toute petite appellation en fait qui est vraiment plus au sud de la vallée du Rhône, c'est vraiment juste avant la Camargue, donc c'est 100% Clairette. Et donc il doit y avoir une cuvée jeune vigne qui doit être ça, et une cuvée vieille vigne, je pense, donc ça un peu plus peut-être sur la fraîcheur, et ça quelque chose d'un peu plus concentré, d'un peu plus puissant. Qu'est-ce que tu vas nous préparer? Alors je pense qu'on va faire, une côte de veau avec une petite sauce morille crémée. Et je pense qu'on va même utiliser un petit peu de blanc justement pour préparer la cornée et vin. Voilà, avec les oignons, on va déglacer un petit peu avec un peu de Clairette de Bellegarde. C'est toujours mieux de cuisiner avec le vin qu'on va servir à table. Voilà. On sacrifie un petit peu, mais c'est pour que ce soit bon. D'accord. Donc pour cette recette, côte de veau qu'on va cuire au beurre, un jus, on va faire pommes de terre et rafle confit. Très bien. Et avec les petites chutes, on va faire une petite purée qu'on va farcir des morilles. Puisque là, j'ai commencé à réhydrater mes petites morilles. Et on va faire donc les petites pour la sauce et les grosses, on va faire une petite farce. Ok. Voilà. Là, je vais le mettre dans la casserole pour le jus, ça. Très bien. Voilà. Hop,
une petite carotte. Après, on va mettre un petit peu d'oignon coupé grossièrement. On va mettre une toute petite branche de céleri. Et on va mettre quand même mon petit bout de poireau. Hop, ça. Ah, ça m'a toujours impressionné de vous voir couper comme ça à cette vitesse. On va un petit peu de thym, de feuilles de laurier, et puis avec ça, on devrait arriver à faire un petit jus. J'ai réhydraté les morilles, puisque c'est des morilles sèches, et en fait, je vais utiliser le jus des morilles, qui a déjà pris un peu de goût, pour attaquer déjà un petit peu à déglacer. Avec l'effet de chaleur, tu vois, les sucres vont se décoller, et on voit que c'est déjà bien coloré. En plus, là, l'eau des morilles, elle est un peu colorée. Voilà, ça. Et puis là, on va mettre le bouquet garni. À cuire. Parce que c'est un petit jus, voilà. Si on se débrouille bien, en 20 minutes, 20 minutes, on peut faire un jus. Si on se débrouille bien, 20-25 minutes, quoi. Après là, les morilles, on va les mettre, après on va les crémer. On va faire une petite casserole ici avec un petit peu d'oignon et de crème. Donc oignon, on va partir. Tu peux essayer de couper ou... Bien sûr, si tu fais attention à tes doigts. Tu m'expliques? Donc alors, toujours avec le... Essaye d'avoir toujours cette lame qui va sur tes doigts. Tu vois, donc un peu comme ça. Et après, donc toujours, hop, pas comme ça, parce que surtout au début quand on commence. Donc bien la pointe, tu vois, pour essayer de faire attention, surtout à ses doigts. Ouais, de toute façon, j'ai les ongles. Non? Ouais, bon, c'est nul. Les ongles, t'as bien fait, donc ce serait dommage de les... Ah non, mais ça, c'est pas grave. Là, donc, on a les oignons avec un petit peu d'huile d'olive. Oui. Et pour préparer un petit peu la sauce, déjà, donc, on va utiliser la première cuvée, là, donc les jeunes vignes. On va déglacer un petit peu. Voilà. Donc on laisse juste évaporer 2-3 minutes l'alcool. Parce que c'est toujours bien, avant de remettre des ingrédients, de laisser évaporer un peu l'alcool. Surtout avec les viandes et tout, parce que ça durcit les viandes, ça durcit les chairs. Donc toujours essayer de faire évaporer un petit peu l'alcool. Voilà, pour être rapide et efficace, donc petits oignons à l'huile d'olive, on met un petit peu de vin, on met les morilles qu'on a réhydratées avec un tout petit peu d'eau et après on crème et on va laisser épaissir, on va laisser cuire pendant que les autres préparations se mettent en route. Beurre clarifié pour éviter que ça noircisse. Mettre une petite goutte d'huile d'olive, moi je mets toujours Ah oui, tu mélanges beurre et huile d'olive. J'aime bien, je mets toujours un peu d'huile d'olive. À la cuisine du sud un petit peu. Hein. Donc là on va s'occuper des pommes de terre qu'on va snacker. Tchac. Entières, comme ça dedans. Ah ok, Voilà. j'ai cru que tu les coupais d'abord. Non, on va laisser comme ça. Donc le but c'est de les stacker un petit peu pour les colorer de chaque des quatre faces. Ouais. Et après on va mouiller avec un petit peu de bouillon et d'eau de... qui nous reste. Des jus. Et tu vois, regarde. Tu vois ? Ah, c'est juste doré. C'est une petite coloration. Ouais. Voilà. Donc on va faire chaque face, comme ça. On a un petit peu de morille, un petit peu de jus. On va couvrir un miroir comme ça. Et on va mettre au four environ 15-20 minutes, puisque déjà les pommes de terre sont déjà plus ou moins pré-cuites, on va dire. Donc une belle côte de veau, voilà, qui doit faire bien ses 450 grammes, je pense. Donc là, je pense que, voilà, vous êtes... combien vous êtes ce soir ? 4. 4. Donc à mon avis, avec 2 comme ça, tu as de quoi faire une belle assiette, je pense. Donc la côte de veau, on va la dorer 2 minutes de chaque côté, parce qu'elle est bien épaisse, et après on va la finir au four. Ah d'accord, Voilà. ok. Comme on a une côte de veau assez épaisse, on pourrait la faire que à la poêle, mais moi je préfère un peu la dorer et la finir au four à une température... Ça sera plus tendre alors Ouais, voilà. C'est Ouais. ça, ok. Et après toujours bien laisser... Ça prend plein de Le trucs. secret, c'est bien laisser reposer la viande. Donc, Ok. si tu as 10 minutes de cuisson, tu la couvres légèrement et on la laisse reposer 5-10 minutes. À bien la nourrir, tu vois, avant de la mettre au four. Et là, on va la mettre, je pense que 5 à 6 minutes au four et après on la laissera reposer 10 minutes.
là, la côte de veau qui est l'élément principal. Donc. Voilà. Voilà. Pommes de terre confites là. 2 belles morilles. Après donc on va sortir quelques petites pour mettre autour. Voilà. Parce que c'est ça qui va être sympa. Ouais, c'est pas trop. Voilà. Pour garder la belle couleur des pommes de terre qui sont jolies, on va essayer de nourrir un petit peu au milieu comme ça. Voilà. Voilà. C'est très beau, ça sent très bon, en tout cas c'est sûr, on va se régaler. Ouais. Allez, trinquons et bon appétit. Merci. C'est un voyage dans le temps que je vous propose dès maintenant. Au château Valmer, une demeure du XVIIe siècle en Touraine, les propriétaires ont choisi d'allier visite du lieu et dégustation de la production vinicole de la propriété. On est ici donc un domaine assez particulier parce qu'on s'inscrit pleinement dans la nouvelle vague de l'œnotourisme. On a à la fois un jardin et un parc ouvert au public et on est aussi donc un vignoble qui nous permet d'avoir des dégustations toute l'année. Voilà, on est vraiment à un endroit un peu à part dans la Touraine où on arrive à combiner ces deux activités tout en habitant vraiment le lieu. Alors on est là, ici, vraiment dans une propriété qui est complètement 16e, 17e siècle. Tout est d'origine, tout est d'inspiration Renaissance italienne. C'était la grande époque de François Ier, le roi Salamandre et Léonard de Vinci. Le château a brûlé en 1948 pour une sombre histoire de fer à repasser oublié sur une chemise. Quand on marche dans les jardins, on peut retrouver le dessin originel du XVIIe siècle qu'on a retrouvé dans des vieux papiers cachés dans le château. Alors ça c'est le vieux cadastre de Valmer du 18e. Alors voilà, c'est l'ensemble du parcellaire au 18e de l'ensemble du domaine. Donc c'était vraiment la plus grande partie du domaine, quasiment à son maximum en termes d'hectares, il y avait presque 1000 hectares. On peut d'ailleurs repérer les dessins qui sont toujours d'actualité, à la fois dans le jardin et dans les parcs. Ma mère, Alix de Saint-Venant, qui est paysagiste et botaniste, qui a fait l'école de Versailles et qui, du coup, sa passion étant son métier depuis maintenant près de 30 ans, elle a décidé vraiment, à partir des années 2000, de redonner vraiment tout son éclat au jardin et de réinscrire vraiment Valmer dans la ligne droite de ce qui se faisait à l'époque au XVIe et XVIIe siècle dans la région. Alors la vraie spécialité, c'est le conservatoire de légumes et on a une deuxième spécialité, on est conservatoire national des cucurbitacées, des coloquintes, et donc on a une pergola qui fait plus de 200 mètres de long où chaque année on essaie de faire pousser, alors sous notre climat, parce qu'il faut savoir que c'est quand même des plantes qui sont africaines à la base. On est vraiment à un endroit un peu à part dans la Touraine où on arrive à combiner ces deux activités tout en habitant vraiment le lieu. On peut nous croiser à tout moment de la journée en train de travailler, on discute avec les gens, on est vraiment ravis de pouvoir partager avec eux notre passion pour nos deux métiers que sont le jardin et la vigne et notre passion pour cet endroit. Entre les vignes, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine. Nous irons dans le Médoc à la rencontre de Sandrine et Catherine Hérault et nous retrouverons nos rubriques habituelles avec Guilherme, notre sommelier, Olivier, notre chef et Jacques, notre expert. À la semaine prochaine.